Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Amélioration du climat des affaires au Bénin. Parmi les indicateurs clés aux yeux des investisseurs, la résolution diligente des contentieux commerciaux. Cet atout est désormais un acquis au Bénin. Mais c'est encore mieux de le faire savoir. Ministère en charge de l'économie et de la justice s'y attelle. Et puis, le paludisme mobilise au Bénin tous les acteurs scientifiques intervenant dans la lutte contre cette pandémie. Ils se concertent autour d'un grand défi, son éradication. Après 70 000 au Bénin, voilà 1300 cartouches saisies au Togo. Des cartouches à destination du Bénin, mais interceptées par la police togolaise. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Une autre saisie de munitions, 1300 cette fois-ci à Lomé au Togo voisin, à bord d'une voiture suspecte en direction du Bénin. Une annonce de la police togolaise qui évoque celle de 70 000 cartouches saisies au Bénin le 30 avril dernier. Les précisions avec Marcel Arrossi. Pas d'accident cette fois-ci, mais une opération de patrouille réussie. Après les 70 000 de Banté, voici 1300 autres munitions de même nature saisies à Kodioviakpe, près de la frontière entre le Togo et le Ghana, en moins d'une semaine. Des premiers résultats d'audition, ces cartouches de chasse de calibre 12 en direction du Bénin proviennent du Ghana. Des 5 passagers de nationalités différentes à bord du véhicule en cause, c'est le seul Béninois qui se déclare propriétaire des 2 cartons contenant les cartouches. Selon la note d'information de la police togolaise sur le dossier, ces cartouches, qui servent à approvisionner les fusils et pistolets de fabrication artisanale, sont utilisées dans la quasi-totalité des crimes commis au Togo. Le sieur Yaya Kadiri, 23 ans, originaire de Djougou, affirme les avoir achetés au Ghana. Trafic illicite, preuve supplémentaire que des actions avaient bien été planifiées contre la sécurité et l'intégrité béninoise, ou pure coïncidence. En attendant, les enquêtes se poursuivent pour déterminer les réelles intentions derrière ces actes dont les nouveaux suspects sont attendus devant le procureur de la République à Lomé. Actualité économique. On va parler d'amélioration du climat des affaires au Bénin. La vulgarisation des nouvelles dispositions se poursuit. La résolution des contentieux commerciaux notamment. Indicateurs parmi les plus sensibles pour les investisseurs. Acteurs judiciaires, cadres bancaires et opérateurs économiques ont été réunis pour être bien édifiés. Derrière l'opération de vulgarisation, les ministères en charge de l'économie et des finances. Koudou Sablé. Aujourd'hui, il est possible de créer une entreprise en 24 heures de clics d'ordinateur. C'est cette cadence qui régule désormais la vie des affaires au Bénin. Acteurs judiciaires, banquiers et opérateurs économiques s'informent sur ces prouesses qui décrispent davantage le climat des affaires. La résolution des contentieux commerciaux focalise surtout les attentions. Aujourd'hui, il est possible de voir régler un contentieux dans l'intervalle de 30 jours de façon judiciaire. Sachant que le règlement des contentieux, notamment par voie judiciaire, participe de l'exécution des contrats. Parce qu'un contrat, il peut être exécuté volontairement, en ce moment-là, il n'y a pas de contentieux. Mais lorsqu'il survient un contentieux et que les parties vont devant le juge, c'est bien pour voir donner les suites qui conviennent
même si ce n'est plus dans l'esprit de la conclusion du contrat, mais c'est pour donner les suites qui conviennent désormais au contrat tel qu'il se trouve au jour de la saisine du juge. Cela veut dire que l'État doit pouvoir aider à régler ces contentieux. Voilà donc les fondements, voilà donc les motivations réelles des réformes que nous avons entreprises. Cette volonté se voit fouettée par des réformes qui dispensent les acteurs judiciaires des longues procédures et formalités d'enregistrement, ainsi que des frais fiscaux. La loi portant modernisation de la justice, qui est une innovation majeure et que je considère personnellement comme étant la loi ainsi que les mesures réglementaires qui ont été prises pour l'accompagner, je considère comme étant un passage obligatoire à tout État qui aspire à la modernité. Et donc, c'est des innovations à saluer. Satisfaction des participants à cette énième rencontre After Work au regard de la batterie de réformes qui dynamise désormais l'environnement des affaires au Bénin. Ils sont avec la douane au fronton de la mobilisation des précieuses ressources dont a besoin l'État, mais pas toujours bien loti, mais c'est désormais réglé. Les agents des impôts de la direction en charge du ressort de Lomé et du Plateau disposent désormais d'un siège flambant neuf, inauguré à Porto Novo en présence des autorités du ministère de l'Économie et des Finances. Brice Rumbor, Firmin Bassao. Un centre dédié aux moyennes entreprises qui recouvre non seulement les impôts d'État, mais aussi les impôts locaux pour le compte des départements de Lomé et du Plateau. Le joyau est le fruit de nombreux efforts, dont la mairie de Porto Novo qui a gracieusement offert le site pour que se concrétise le projet. Lorsque vous quittez la location pour rejoindre votre propre domicile, vous êtes animé d'une joie immense, au point où vous oubliez toutes les peines endurées, puisqu'on se sent toujours mieux chez soi. C'est donc ce sentiment de joie qui anime tout le personnel de la direction départementale des impôts de Lomé du Plateau en ce moment. Une ville ne saurait se développer sans des ressources. Et à ce titre, la direction des impôts est un partenaire privilégié pour nous, en ce sens que c'est une direction qui nous aide à recouvrer les ressources au niveau local. Mais au-delà, le Centre des impôts des moyennes entreprises contribuera aussi au développement des autres communes du département. Nous en sommes fiers. Le cadre ainsi inauguré vient renforcer les capacités opérationnelles du Centre des impôts et moyennes entreprises de Lomé et du Plateau, permettant aux contribuables d'honorer leurs obligations fiscales dans un cadre plus sain. L'administration fiscale, par ma voix, vous remercie et vous invite à toujours remplir vos obligations déclaratives et de paiement des impôts et taxes à bonne date. Grâce à vous, nous atteignons et dépassons les objectifs de mobilisation des recettes fiscales intérieures depuis quelques années. C'est à juste titre que la Direction générale des impôts met les petits plats dans les grands pour vous permettre d'honorer vos obligations fiscales dans un cadre sain et commode. La construction du joyau est entièrement financée par le budget national. Sa réalisation vient contribuer à booster les politiques fiscales de l'État et à l'amélioration continue de la mobilisation des ressources propres des communes. Il est installé désormais au Bénin le conseil d'administration de Contrelec, tout sauf une activité banale. Ce sont en effet les grands contrôleurs de la qualité de nos équipements électriques. Le ministre de l'Énergie donnant Jean-Claude Oussou, très sourcilleux sur le sujet, ne pouvait manquer cette installation pour leur rappeler la hauteur, l'importance de leur mission. Ghislain Poguet, oui, c'est cela, ça va. Monsieur Yaya Faïkou, représentant du ministère de l'Énergie. Monsieur Oussou, Serge Hervé, représentant de la présidence de la République. Lecture d'un décret, celui portant nomination des membres du conseil d'administration de Contrelec.
l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures et notification de leur mission. Le conseil d'administration est l'organe suprême de décision et de gestion et il dispose des pouvoirs les plus élargis qui consistent entre autres à définir la politique générale de l'agence, adopter le règlement intérieur, adopter le manuel de procédure, adopter le règlement financier, approuver les comptes, approuver le programme d'activité, approuver les rapports d'activité, le bilan et les comptes de gestion et des résultats, donner les orientations relatives à la gestion technique, économique et financière et déléguer au directeur général de contrôler tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement efficace de ses missions. Le conseil d'administration installé a la responsabilité d'orienter, de guider et de conduire les destinées de l'agence. Les employés de l'agence de contrôle des installations électriques intérieures prennent la mesure de cette décision du gouvernement de mettre à la disposition de l'agence un conseil d'administration. Les travailleurs de contrôle et moi-même sommes heureux de vous savoir là, au fait de l'agence, pour définir ses grandes orientations, déterminer les choix stratégiques pertinents pour son efficacité, gérer toutes questions nécessaires à son bon fonctionnement, contrôler, vérifier à votre discrétion tous les points que vous estimerez utiles à clarifier et maîtriser. Vu que le contrôle des installations électriques intérieures fait partie des dispositions les plus ignorées au Bénin, Dona Jean-Claude Oussou demande aux administrateurs nouvellement nommés de travailler à changer les mauvaises habitudes dans le secteur. Tout ce qui gravite autour en termes d'éléments devant contribuer à la sécurité, souvent soit oublié, ignoré ou faisant peu de cas. C'est pour ça que vous devez être aussi des donneurs d'alerte, des gens qui font en sorte que cette responsabilité importante institutionnelle confiée à Controlec puisse se traduire au quotidien par des actes. Ce conseil est attendu sur plusieurs points, entre autres mettre fin à l'anarchie qui depuis longtemps règne dans le secteur en matière de contrôle des installations électriques intérieures. On parle santé à présent avec le Programme national de lutte contre le paludisme qui lance ses journées scientifiques 2021. Tous les acteurs clés intervenant dans la lutte contre le paludisme sont ainsi appelés à se concerter et réfléchir sur un objectif ultime, l'éradication de cette maladie au Bénin. Journée ouverte aujourd'hui même à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA à Cotonou sous les yeux de Maxi Agla et Simon Villon. La communauté scientifique mobilisée pour tirer un trait sur le paludisme au Bénin, c'est le thème de la 3e édition des journées scientifiques du Programme national de lutte contre le paludisme. Le PNLP rassemble ainsi les scientifiques de tous horizons afin de trouver la formule adaptée pour l'élimination du paludisme au Bénin. Les travaux de ces journées permettront d'aborder le paludisme, le parasite, son vecteur et leur interaction mutuelle avec des enjeux déterminés aussi bien par l'organisme, l'environnement que les modes de vie. Les présentes journées scientifiques tirent tout leur sens de la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme qui préconise d'entreprendre des interventions audacieuses et innovantes en vue de l'éradication du mal. En effet, selon le rapport mondial sur le paludisme 2020, le nombre de pays comptant moins de 100 cas de paludisme indigène, ce qui constitue un indicateur fort, montre que l'élimination est à portée de main. Ce nombre de pays est passé de 6 à 27 entre 2000 et 2019. À tous les partenaires qui ont contribué par leur engagement et leur conseil à l'organisation et à la tenue de ces journées, j'adresse mes vifs remerciements. Le professeur Dorothée Kindegaza préside le comité scientifique de ces journées qui se dérouleront sur 2 jours, soit du 6 au 7 mai 2021. Hygiène à présent, à l'instar des pays du monde entier, le Bénin a célébré le 5 mai la journée mondiale de l'hygiène des mains. Mais cette année au Bénin, une agence privée s'est particulièrement illustrée dans la sensibilisation. Il s'agit du Centre international de prestations d'affaires qui attire l'attention sur des produits de lavage de mains dignes d'intérêt. Axel Dancy, Louis Kouloubo. Un acte simple qui ne nécessite aucun effort mais qui sauve.
L'hygiène des mains. Elle a démontré son efficacité dans les soins et dans la prévention des infections dans tous les milieux de soins. Elle demeure une priorité et un défi mondial rythmé chaque année, le 5 mai, par la Journée mondiale de l'hygiène des mains. Une journée qui au Bénin s'impose comme une évidence ici au Centre international de prestations et d'affaires, CIPA Djessounion. L'hygiéniste que nous sommes est en droit d'affirmer sans embâche que la vie et la mort sont plutôt au pouvoir des mains. En réalité, les mains mal entretenues sont hautement pathogènes car de plus en plus, les spécialistes s'accordent sur le fait qu'aujourd'hui, plus de 80% des maladies infectieuses sont manuportées. Le message que je voudrais passer ce matin, c'est que dans toutes nos familles, nous devons apprendre à nos enfants à se laver les mains. En milieu scolaire, les enseignants doivent apprendre aux enfants à se laver les mains. Avec les derniers chiffres de l'OCDE, les maladies parasitaires, les maladies infectieuses coûtent au pays au sud du Sahara à peu près 77 milliards 5 de nos francs CFA. Le 5 mai à CIPA Djessounion a été également le moment de visiter le showroom du centre où plusieurs produits de lavage de mains et de solutions hydroalcooliques sont mis en vente pour la lutte contre le virus invisible. L'Association nationale des communes du Bénin ANCB reste préoccupée par l'accès des femmes à l'information sur la santé reproductive et sexuelle. Les membres de cette association se sont retrouvés ce mercredi à Lokossa pour s'y pencher, une façon pour eux d'amener les autorités à davantage s'intéresser à cette problématique. Gilles Dansou, Michael Noati. Accès des femmes à l'information sur la santé en matière de reproduction sexuelle. L'ANCB initie une formation à l'endroit de ces cadres. Environ 214 millions de femmes qui vivent dans des pays en développement comme le nôtre manquent de moyens de contraception. Malgré les améliorations permises par des investissements dans la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction, les dernières années, ce chiffre reste très élevé. Il faut donc poursuivre les efforts de mobilisation de tous les acteurs autour de la question. C'est conscient de cette nécessité que l'ANCB a initié le projet de promotion de la planification familiale dans les communes du Bénin. Même s'il est vrai que grâce à ce projet, les 5 communes bénéficiaires disposent aujourd'hui de leur propre plan d'action et du financement pour la mise en œuvre de ces plans, il n'en devait pas moins que beaucoup reste à faire. La question de planification familiale, comme vous le savez, se heurte à de nombreux obstacles d'ordre religieux, ethnique, culturel, etc. Nous devons donc y aller avec beaucoup de tact afin d'atteindre les objectifs. L'objectif au finish est de renforcer les capacités des acteurs sur le plaidoyer afin de leur donner les moyens nécessaires d'amener les autorités politico-administratives à davantage investir sur les droits de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale. On va parler à présent du bilan de la distribution à travers nos écoles sur toute l'étendue du territoire national de kits dans nos établissements scolaires, de kits scolaires bien sûr. Les acteurs du projet SWED, en partenariat avec le gouvernement béninois, procèdent à cette évaluation pour éprouver l'efficacité, mesurer l'efficacité de cette opération et envisager sans doute sa pérennité. On va retrouver Gilles Dansou et Michael Noati. Après la première vague de distribution des kits scolaires, quelques couacs ont été enregistrés. Quoique corrigés dans leur grande majorité, l'atelier de Grand Popo reste ainsi un cadre de réflexion pour de meilleurs résultats. Une équipe bien structurée a été mise en place à cet effet. Cette opération dans chacune des communes concernées a été conduite par une équipe composée du chef CPS, du chef du service social scolaire et du chargé de la région pédagogique. Au cours de l'année 2020, 23 000 kits scolaires ont été distribués
au profit des filles bénéficiaires du SWED. Le projet envisage compléter 7000 nouvelles bénéficiaires au cours de l'année 2021. Distribution des kits scolaires au profit des filles vulnérables, SWED Bénin s'y engage. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques SWED, relative à l'autonomisation des femmes et au maintien des filles à l'école, aux compétences de vie et à la santé reproductive, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a procédé, avec l'appui financier de la Banque mondiale, à la remise de kits scolaires à 23 000 filles âgées de 9 à 24 ans dans tous les départements et communes de notre pays. Le gouvernement béninois, en initiant le projet SWED, avec l'appui financier de la Banque mondiale et l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, confirme encore une fois son engagement aussi bien pour une croissance économique inclusive que pour la concrétisation de sa vision à travers le pilier 3 du PAG et les orientations stratégiques du Plan national de développement en matière de capital humain. Et je voudrais donc vous convier à un investissement sérieux dans les échanges pour la capitalisation des bonnes pratiques et surtout pour des propositions d'amélioration de tout ce qui n'a pu bien fonctionner. Un atelier qui vise à faire le bilan des actions entreprises jusque-là. On parle d'une distribution humanitaire à présent, c'est avec l'association Alpha Taka et Al-Hidaya du Koweït en collaboration avec la mairie de Djougou. Ils se prêtent une attention aux musulmans qui font le jeûne dans la commune de Djougou, les bras chargés de paniers alimentaires. Une action humanitaire avec une cible bien précise, ce sont les jeunes croyants aux conditions modestes. Ernest Tetegou et Abdoulaye Momoni Yakoubou. Les bénéficiaires de cette œuvre de l'association Alpha Taka sont identifiés à partir de la base de données du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche du gouvernement du Bénin. Pour profiter de ce mois béni, l'association Alpha Taka, en collaboration avec la mairie de Djougou, s'est orientée vers les démunis avec des vivres. Parmi eux, nous pouvons énumérer quelques identifiés par le projet Arche. Que la paix et la grâce couvrent notre cher pays en ce mois béni de Ramadan. Après différents dons pour l'autonomisation des couturières démunies et l'emploi des jeunes, l'association Alpha Taka tourne son regard vers les pauvres pour un Ramadan heureux. Que nous ne soyons pas d'éternels assistés, mais que nous ayons des activités qui vont nous amener au cours de l'année à travailler et à nous offrir ça nous-mêmes pour le prochain Ramadan, afin de laisser la place à d'autres qui n'auront pas eu cette chance. On va demander que Dieu bénisse l'association Alpha Taka, que Dieu bénisse le carême de tous les bénéficiaires et que ensemble nous prions pour notre commune, que nous prions pour notre pays et que Dieu exauce et que les choses aillent mieux pour tout le monde. Les bénéficiaires expriment leur gratitude à l'association Alpha Taka, à son partenaire koweïtien Al-Hidaya et au gouvernement du Bénin pour avoir facilité leur identification. Au dire de leur porte-parole, ces paniers alimentaires faciliteront la rupture du jeûne les soirs du mois de Ramadan. Encore une action philanthropique dans ce journal, c'est avec le réseau de téléphonie mobile Move Africa qui fait un geste utile au centre de prise en charge du Covid-19 d'Alada. Un lot de matériel digital a été offert au personnel par Move Africa pour soutenir l'effort des travailleurs sur le front de la lutte anti-Covid. Awa Chérif, Daniel Ada. Un geste symbolique, mais fort, pour témoigner son soutien au centre de prise en charge du Covid-19 d'Alada. Move Africa vient en renfort avec ce lot de kits Move pour rendre encore la tâche plus aisée au personnel du centre. L'ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc, donc près de la République du Bénin,
les collaborateurs de Move Africa, nous sommes tous là pour vous témoigner de notre solidarité et de nos encouragements. Nous sommes à côté de vous. Et ce que la Fondation apporte aujourd'hui au centre, c'est quelque chose de symbolique. C'est juste pour témoigner notre solidarité et nos encouragements, comme je viens de le dire. C'est vrai, il y a un lot de tablettes, il y a des tablettes, il y a des routeurs 4G+, il y a des téléphones, il y a des crédits de communication. Tout ça, c'est pour vous faciliter le travail et pour vous faciliter la prise en charge des patients qui vous sont confiés et aujourd'hui qui vous font confiance. Pour le directeur du centre, qui nourrit l'ambition de faire de ce site un centre digital, ce geste vient donc à point nommé. Grande est notre joie ce matin, car ce rêve, nourri depuis longtemps, se concrétise à travers les généreux dons de matériel et d'équipement offerts par Move Africa. Pour cela, permettez-moi de dire mes sincères gratitudes et reconnaissance, ainsi que celle de tout mon personnel à l'endroit de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qui est d'ailleurs un grand ami de notre centre. Depuis le début de la crise sanitaire, ce centre a reçu le soutien de bonne volonté pour relever les défis. Après Move Africa, d'autres bonnes volontés sont toujours attendues. Il pleut des hommes sur la terre. C'est le titre de l'œuvre du dramaturge Giovanni Nwansou, une représentation théâtrale qui relate une histoire d'amour à travers les méandres d'un quartier appelé Katanga. De quoi retourne cette intrigue? Réponse simplement avec Axel Dancy et Louis Koudobo. Une scène, une représentation, une pièce de théâtre. Un vieux fusil, aussi oublié que le pénis de mon grand-père, il ne fonctionne plus. Il pleut des hommes sur les pavés, une création de Giovanni Nwansou. J'ai l'honneur ce soir de vous accompagner à travers cette collection de photographies. Nous sommes au Festival international de théâtre du Bénin, FITEB. Sur scène, 4 personnages, dont Istanbul, père de Adé, une jeune fille muette. Istanbul est un homme violent mais engagé qui lutte contre les oppressions du gouvernement dans un quartier appelé Katanga. Moi, j'ai voulu faire ce travail comme je l'ai fait sur Zongo, je le refais sur Katanga pour dire ou contrebalancer ce regard que les gens ont sur ces gens de quartier. Pour dire que après tout et avant tout, dans ces quartiers, ce sont des êtres humains dotés d'une certaine intelligence et aussi d'une certaine sagesse. Et que la plupart du temps, on se perd parce que nous ne comprenons pas leur code. C'est normal. On arrive dans un lieu, on a envie de voir comme répondant en face de nous des gens qui fonctionnent selon nos codes à nous. Donc, on ne fait pas attention d'essayer de rentrer dans leur code à eux. Il pleut des hommes sur les pavés est une représentation théâtrale du Talent Prix RFI 2018. Dans cette œuvre, Giovanni plante le couteau dans la plaie et dénonce les pouvoirs qui oppressent les citoyens d'exprimer leur état d'âme. Attendre notre chien, car il faut une incarcération, on me donne enfin une vraie finale, sans quoi le Katanga continue de courir sous ma peau. J'ai voulu écrire cette pièce pour donner une réponse à une première pièce que j'avais écrite ici sur le quartier Zongo, parce que j'ai trouvé quelques similitudes entre Zongo d'alors et ce quartier Katanga, quartier de non-droit, de violence, qui est en quelque sorte marginalisé, qui se retrouve en dehors de la ville presque, quand bien même beaucoup d'infrastructures se développent aujourd'hui tout autour du quartier. De la comédie à l'art dramatique, le metteur en scène fait pleuvoir sa philosophie afin de voir des pays sans marginalisation ni oppression. Vous les entendez dire aux gens qui sont mal tombés et que leur masque aussi est tombé. Est-ce que vous les entendez vous supplier de les reprendre sur vos cheveux? Au Maroc, une jeune femme malienne de 25 ans accouche de 9 bébés, une première dans le monde. L'information a été relayée par plusieurs médias et déjà le gouvernement malien s'en réjouit. Plus loin, l'Allemagne entame une discussion avec les États-Unis pour l'éradication de la pandémie du coronavirus. Le point de l'actualité internationale est signé Axel Dancy. Je suis une grosse carmée. D'habitude, j'ai besoin de 2 doses.
souffle Esther avant d'enfoncer sa seringue dans une veine abîmée, comme de nombreux déshérités de Nairobi. Elle fait partie des victimes collatérales du trafic d'héroïne en pleine expansion en Afrique de l'Est. Le Kenya se trouve aujourd'hui sur la nouvelle route de l'héroïne suite au conflit syrien et au renforcement des contrôles frontaliers en Europe. Ce opiacé produit en Afghanistan est maintenant acheminé vers l'Afrique de l'Est. Un accouchement en homme après une grossesse qui avait suscité l'émoi au Mali et un élan de solidarité pour faire évacuer la mère. Alima Sissé, 25 ans, originaire de Tombouctou, avait été transportée fin mars au Maroc pour un suivi très rapproché. La jeune femme pensait attendre 7 enfants. Elle a donné naissance mardi dernier à 9 bébés par césarienne. L'état de santé de la maman n'était pas stable quand elle est arrivée, mais elle va bien maintenant. Le gynécologue Mourad Yazid raconte avoir extrait rapidement et sans difficulté d'abord 7 bébés qui pesaient entre 700 grammes et 1 kg chacun. Il cherche alors à retirer le placenta restant et découvre 2 petites têtes de bébés supplémentaires. Les enfants sont actuellement sous surveillance. Le plus grand risque, c'est l'infection ou l'hémorragie interne, car leurs organes sont très fragiles. L'Allemagne est ouverte à une discussion au sujet de la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, envisagée par Washington, a déclaré ce jeudi le chef de la diplomatie allemande. La Chine a annoncé ce jeudi la suspension d'une partie de sa coopération économique avec l'Australie sur fond de vives tensions avec Canberra, qui a annoncé aussi le mois dernier vouloir révoquer un accord concernant des nouvelles routes de la soie. L'Australie cherche à perturber les échanges et la coopération avec la Chine par une mentalité de guerre froide et de discrimination idéologique. Livraison de l'actualité de ceci, mais sur la télévision nationale, c'est la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques. Merci de nous suivre également sur le www.ortb.bj. Bonsoir chez vous.